Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien d'abord et que la première partie de la leçon a bien été acquise et comprise. J'espère que vous avez fait le quiz, ce qui me permet un petit peu de me tenir au courant justement sur les difficultés que vous rencontrez dans cette première partie de leçon. On passe à notre grand 2 qui va parler aujourd'hui des lieux privilégiés de la production. Pour rappel, dans le grand 1, on a constaté la façon dont les chaînes de production étaient organisées à l'échelle du monde, c'est-à-dire que beaucoup de produits que vous utilisez aujourd'hui sont fabriqués partout sur la planète. Il y a une vraie division internationale de la production et donc du travail. On avait expliqué que c'était lié à beaucoup de facteurs dans notre petit 2 et on avait expliqué dans notre petit 3 que ça générait beaucoup de flux, c'est-à-dire des échanges sur la planète à la fois de marchandises, de biens, de services, etc. Alors dans le grand 2, on va concrètement remarquer sur la planète à quel point certains territoires participent pleinement à la mondialisation, donc à cette division internationale du travail, à cette production de toutes les choses, alors à la fois les services, les produits que vous utilisez chez vous, une majorité en tout cas. Et puis ensuite, on verra qu'il y a des territoires qui sont beaucoup moins intégrés à cette mondialisation et donc plus en difficulté. Alors dans la première flèche du petit 1, il y a des territoires effectivement productifs centraux. C'est ceux qui sont représentés ici, vous le voyez en rouge sur votre carte. Alors évidemment, on va parler des États les plus riches de la planète, Japon, Corée du Sud, Europe de l'Ouest, Canada, États-Unis, Australie, mais évidemment la Chine qui s'intègre de plus en plus dans ces grandes puissances productives. Et vous le constatez vous dans votre quotidien par des FTN chinoises qui sont toujours plus présentes et en pleine expansion. Alors celles que vous connaissez très bien, bon évidemment Huawei, on va commencer par elle, par la fabrication de ces smartphones, mais ils ont aussi ces 4 entreprises qu'on surnomme les BATX, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, et qui sont aujourd'hui des poids lourds de l'économie mondiale. Alors vous ne les connaissez peut-être pas, Baidu c'est l'équivalent de Google en Chine, Alibaba l'équivalent d'Amazon, et puis pour rappel, Xiaomi, vous savez probablement que c'est le 4e plus gros constructeur de smartphones de la planète, après Apple, Samsung, Huawei, et donc maintenant Xiaomi. Donc ce sont 4 groupes qui pèsent véritablement dans l'économie mondiale. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on met véritablement la Chine dans les territoires productifs centraux, donc dans votre première flèche, grâce à des FTN extrêmement puissantes. Alors, vous voyez également sur votre carte, si l'on y revient, qu'on a, et c'est notre seconde flèche, des territoires qui sont des périphéries productives assez intégrées, comme par exemple le Mexique, le Brésil, l'Inde. Alors, ces pays, ce sont plutôt des pays émergents, c'est-à-dire des pays qui connaissent une croissance de plus en plus forte, qui connaissaient des difficultés il y a une dizaine d'années encore, mais qui sont en train de rattraper par un développement continu plus ou moins votre niveau de vie actuel, bon, même s'il y a encore de la marge. Et puis on les a également mis dans cette seconde flèche. Il y a aujourd'hui des États qui progressivement commencent à s'intégrer dans la mondialisation parce qu'ils deviennent des périphéries productives. Exemple, au Maroc, on va trouver la FTN Renault, que vous connaissez bien, qui installe des ateliers. Et tout de suite, je vous emmène découvrir l'exemple de l'Éthiopie, qui, il y a encore 15-20 ans, était considéré comme un pays extrêmement pauvre. Et aujourd'hui, vous allez le voir, ça devient une périphérie productive, notamment pour la Chine. Regardez cela dans la vidéo, et puis vous allez le constater de vous-même. On pourrait se croire sur une autoroute à peine sortie de terre. Nous sommes en réalité sur le parc industriel d'Awassa en Éthiopie. Mis en service il y a 1 an à peine. 300 hectares d'usines. Et au-dessus de la plus grande d'entre elles, flottent les drapeaux chinois et éthiopiens. L'un des géants chinois du textile a décidé d'installer ici une usine flambant neuve. Toutes les machines sont importées de Chine. Plus de 500 employés éthiopiens et quelques dizaines d'expatriés, chinois forcément. Ça, c'est prêt à être livré. C'est le manager général, Danny Leung, qui nous fait la visite au pas de course. 30 minutes, pas plus. Il n'a pas très envie de s'afficher devant les caméras. La présence chinoise en Afrique est un sujet sensible. Pour le textile et les usines qui vont avec, le plus important, c'est la main-d'œuvre. Ils ont la main-d'œuvre. Vous savez, ici, c'était des fermiers. Ils sont en train de faire leur révolution industrielle. Oui, c'est ça. Une main-d'œuvre abondante et surtout bon marché. Voilà ce qu'est venue chercher cette entreprise chinoise. Quelle est la différence entre le coût du travail ici et en Chine? Une différence assez importante. En réalité, dans ces usines, le salaire est souvent inférieur à 30 € par mois, 20 fois moins qu'en Chine. Alors les entreprises chinoises investissent massivement, y compris pour former le personnel.
25 salariés éthiopiens de cette entreprise ont reçu une formation de 6 mois en Chine, au point de maîtriser la langue de Confucius. Avec près de 300 entreprises présentes en Éthiopie, la Chine est de très loin le premier investisseur étranger dans ce pays. Et ça tombe bien, l'Éthiopie ne demande que ça. Le parc industriel d'Hawassa en est le parfait exemple. 220 millions d'euros, construit par une entreprise chinoise. Tout est fait ici pour faciliter l'arrivée des investisseurs. Une main-d'œuvre bon marché, on l'a vu, mais également des démarches administratives simplifiées. Tout se fait au même endroit, y compris les exonérations de taxes pour les produits importés. On peut gérer ça en quelques minutes, vous savez, on a déjà tout libéralisé. L'Éthiopie met tout en œuvre pour devenir dans les 10 prochaines années un des ateliers du monde. Et ce, même si les ouvrières, à la sortie de l'usine, se plaignent de leurs conditions de travail. Il fait trop chaud à l'intérieur. Et puis le salaire, ce n'est pas assez. 33 €. Le loyer, la nourriture, la vie est chère. Ne faites pas que vous plaindre, continuez à travailler, il y aura des progrès, je vous l'assure. La Chine a clairement choisi l'Éthiopie pour délocaliser une partie de ses usines et de sa production. La Chine qui a dépensé beaucoup d'argent, près de 10 milliards d'euros de 2010 à 2015 pour aider le gouvernement éthiopien à développer les infrastructures. Car c'est un fait, les deux pays avancent ensemble. Les entreprises chinoises sont absolument partout en Éthiopie pour construire des routes, des trains et donc des parcs industriels. Dans les prochaines années, il devrait y en avoir pas moins de 12, pilotés par l'État éthiopien. Les usines chinoises s'installent, continuent de produire à bas coût, alors d'une certaine façon, la Chine n'est-elle pas en train de racheter l'Éthiopie? Les autorités locales s'en défendent, elles affirment profiter elles aussi de la situation. Vous savez, les Chinois sont en train d'exporter environ 80 millions d'emplois, des emplois industriels. Et nous, on veut en récupérer une quantité importante grâce à une coopération étroite avec eux. L'industrie ne représente encore que 5% de l'économie éthiopienne. Le pays entend créer 2 millions d'emplois dans ce secteur d'ici 2025. Une révolution industrielle à marche forcée, au fort accent chinois. Voilà, donc grâce à cette vidéo, vous comprenez mieux pourquoi l'Éthiopie a été intégrée dans cette seconde flèche des périphéries productives assez intégrées, c'est-à-dire qu'elle participe de plus en plus à cette production mondialisée qu'on avait évoquée dans notre grand 1. La troisième flèche vous explique qu'il y a également des périphéries en difficulté et qui sont moins intégrées dans ce processus de fabrication mondialisée, de production mondialisée. Alors évidemment, en général, ces produits ont quand même des productions qu'ils vont vendre à l'international, mais, c'est ce que je vous écris dans le cours, leur économie en général est peu diversifiée. Notamment, ils n'ont pas toujours une industrie extrêmement développée. Donc vous allez avoir des produits qui vont être par exemple spécialisés dans une production en particulier, par exemple un fruit exotique. Alors ici, vous avez pas mal de républiques comme ça qui ont un commerce qui est basé sur l'agriculture, notamment liée aux fruits exotiques, mais ils ne vont pas avoir une grosse industrie extrêmement développée. Et donc, ils vont se spécialiser sur des productions agricoles ou des matières premières, mais ne vont pas participer pleinement à cette production internationale que vous avez vue dans le grand 1, et donc on les classe plutôt sur des pays qui sont moins intégrés, plus en difficulté. Vous le voyez sur votre carte, ils sont représentés dans cette couleur, et ce sont les pays exportateurs de produits agricoles, de matières premières et de ressources énergétiques. On passe à notre petit 2, et on va montrer qu'en zoomant un petit peu à l'échelle locale, les métropoles sont extrêmement importantes dans ce processus de fabrication. Alors là, évidemment, ça nous renvoie directement au chapitre numéro 1 de géographie. Vous saviez que vous avez une thématique sur la métropolisation. Et je le rappelle, une métropole, on l'avait vu, c'est une grande ville qui se caractérise par ses fonctions de commandement, sa capacité de rayonnement, son attractivité et sa connexion au reste du monde. Et on avait vu que, à ce titre, la ville de Londres, par ses 9 millions d'habitants, par le fait qu'elle soit la ville la plus attractive de la planète, etc., etc. Tout ce qui apparaît à l'écran, c'est un diapo que j'ai repris de notre première thématique. Londres était pleinement une métropole mondiale. Et vous aviez
localiser sur un planisphère les 4 métropoles mondes, c'est-à-dire vraiment les métropoles globales où on va trouver un ensemble de pouvoirs, de fonctions et un rayonnement très important. Alors New York, Londres, Paris, Tokyo, et puis des métropoles également qui sont peut-être moins complètes sur le papier, mais qui participent pleinement à toute cette production, qui vont avoir une vraie importance. Donc ça, c'est un petit rappel, vous le voyez, ça fait partie des 3 premiers petits points de votre première flèche. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est surtout la seconde flèche, car là, c'est un peu plus nouveau. Lorsque l'on rentre dans ces métropoles, on va constater qu'il y a des espaces productifs bien ciblés. Alors, le premier que vous connaissez tous, c'est le quartier d'affaires. Alors, par exemple, là, je reprends le plan de Londres. On voit que souvent, ce sont des quartiers qui sont centraux. Vous connaissez, vous vous en souvenez, la City. La City qui a ce paysage caractéristique des quartiers d'affaires que l'on peut trouver aussi bien à New York qu'à Paris, ça c'est le quartier de la Défense. Et vous avez donc ces fameux quartiers d'affaires où vous allez trouver les sièges sociaux de FTN, les activités tertiaires supérieures, donc aussi bien les services juridiques, les sociétés financières, etc. Et comme je le rappelle dans votre cours, vous voyez, avec la City, on le voit très bien, c'est souvent localisé plein centre, ou en tout cas très très proche donc du centre-ville. D'ailleurs, aux États-Unis, vous le savez, on surnomme ces quartiers les CBD, Central Business District. Mais, et c'est pour terminer notre cours d'aujourd'hui et donc notre seconde flèche, il faut également parler de ce qu'on appelle les technopoles. On dit également territoire de l'innovation. Alors le plus célèbre, c'est probablement, et le premier historiquement à avoir été appelé de cette manière, c'est la Silicon Valley, qui est située, vous le savez sûrement, en Californie. C'est là où on va trouver les géants du numérique américain, notamment Apple. Donc dans cette Silicon Valley, vous avez vraiment des territoires de l'innovation, vous allez avoir de la recherche, vous allez avoir des ingénieurs hautement qualifiés qui vont vraiment innover, qui vont faire de la recherche et qui vont faire progresser toute la production mondiale. Alors vous, pour vous montrer un exemple concret de technopole, ça se développe en général toujours autour des métropoles. On va prendre l'exemple d'une métropole française, Nice. Et vous allez tout de suite observer une vidéo qui vous montre un technopole qui s'est installé en périphérie de la métropole niçoise. Il faut savoir que les technopoles s'installent en général en métropole, mais souvent en périphérie des métropoles. Et on va découvrir ce territoire qui s'appelle Sophia Antipolis. Je vous mets une petite vidéo juste à la suite. Faites juste un petit peu attention. Vous allez avoir 3 petites questions pour bien suivre dans cette vidéo. Mais je vous rappelle que cette vidéo, c'est une vidéo de marketing territorial. On avait déjà un petit peu vu ça, notamment pour Lille, dans notre leçon précédente. C'est-à-dire que ce sont des vidéos qui font de la publicité. Donc évidemment, on ne va pas vous souligner les défauts. Au contraire, on va vous vendre cet espace pour vous inviter à venir vous y installer. 3 questions vous sont posées. Quelles activités sont présentes dans ce type d'espace productif? Donc là, je vous rappelle, c'est Sophia Antipolis près de Nice. Et quels sont les avantages de Sophia Antipolis qui sont mis en avant dans cette vidéo de marketing territorial? Et 3e question, en quoi le paysage d'un technopole diffère de celui d'un quartier d'affaires? Vous allez voir, ça n'a rien à voir avec les paysages que je vous ai montrés il y a quelques secondes. Regardez cela, on en discute juste après. Soyez là où tout a commencé. Là où la technologie n'est pas seulement un mot, mais un mode de vie. Où les talents sont accueillis, choyés et peuvent prospérer. Rejoignez les leaders mondiaux et faites partie d'une élite internationale. Je suis Alexandre Naressi, je suis Managing Director chez Accenture Interactive. Je suis responsable de la recherche et développement et ici à Sophia, nous travaillons à l'intersection entre les nouvelles tendances comportementales des consommateurs, les nouveaux business models et les nouvelles technologies, comme par exemple la réalité augmentée et l'intelligence artificielle. Nous sommes basés ici à Sophia Antipolis depuis plus de 25 ans maintenant. Nous avons choisi ce lieu pour différentes raisons. D'abord, le parc technologique et la mini Silicon Valley que Sophia Antipolis et son écosystème local représentent. L'accès facile, bien sûr, pour nos clients et nos équipes de voyager au travers de l'Europe et du monde et d'être présents. Et la possibilité de travailler localement avec des startups, avec des entreprises locales et des universités et des écoles.
profiter d'un style de vie unique, entouré par la nature, où la qualité n'a pas de prix et la famille est précieuse. J'ai créé Mouratoglou Tennis Academy en 1996, à l'époque à Paris. On a développé cette activité pendant 15 ans, jusqu'au jour où on s'est retrouvé un petit peu à l'étroit. On avait une demande qui était croissante de la part des clients. Et à ce moment-là, j'ai réfléchi quel était le meilleur endroit en France ou à l'étranger d'ailleurs pour y implanter la nouvelle académie. Et Sophia Antipolis est arrivée en numéro 1. Le climat y est extraordinairement favorable. La faculté qu'on a ici de jouer au tennis 12 mois sur 12 à l'extérieur est un énorme plus. Soyez là où l'on construit aujourd'hui la technologie de demain, où science et business ont un but commun et où l'imagination n'a pas de limite. Donc être à Sophia, c'est être au cœur d'une activité bouillonnante sur le volet innovation. Pour nous, c'était aussi extrêmement important d'être ici dû à la qualité des gens qu'on est capable de recruter et d'attirer sur le site ici. Alors, je vais en mentionner un particulier avec qui on travaille, qui est l'INRIA, qui a fait des travaux extraordinaires dans le domaine du traitement d'image en imagerie médicale. Faites partie d'un écosystème de start-up dynamique et rencontrez les visages de l'innovation parce qu'ensemble, ils construisent un avenir meilleur. Choisissez un endroit multiculturel, là où le monde se rassemble, interagit, partage des idées et où la fiction devient réalité. Sophia Antipolis, Made of Innovation. Voilà, donc à travers cette vidéo et les 3 questions que je vous avais posées, vous comprenez en quoi un technopole est véritablement un territoire de l'innovation. Alors, quelles activités avez-vous perçues dans ce type d'espace productif? Vous savez qu'il y en avait plusieurs. Il y a évidemment du tertiaire supérieur, il y a de la recherche. Vous avez vu également qu'il y a un centre sportif. Bref, il y a des activités assez diversifiées, mais en général, on est plutôt sur des activités innovantes et des activités de pointe. La deuxième question, vous demandez quels étaient les avantages de Sophia Antipolis. Alors évidemment, je le rappelle, vous avez une grande proximité avec la métropole de Nice, ce qui vous permet d'être constamment en contact avec, par exemple, des universités, avec également des sociétés un peu plus administratives qui sont situées dans les quartiers d'affaires niçois. Et puis, vous bénéficiez également de toutes les installations, par exemple un aéroport qui est dans la métropole niçoise. Troisième question, en quoi le paysage d'un technopole diffère-t-il de celui d'un quartier d'affaires? Vous avez remarqué qu'on est davantage sur un territoire qui est horizontal, il n'y a pas de verticalisation, comme on l'avait vu sur les métropoles, notamment avec la City à Londres. Voilà, ça c'est un paysage typique de Sophia Antipolis. Évidemment, on a un cadre de vie qui est plus agréable que plein centre d'une métropole, mais on garde quand même une vraie proximité, donc on bénéficie de tous les atouts d'une métropole qui est située très très proche, ici la métropole de Nice. Donc, ce technopole de Sophia Antipolis, c'est en quelques chiffres ici, regardez, on trouve 5000 étudiants, 63 nationalités, on voit énormément d'actifs, beaucoup de PME, de start-up et évidemment des étrangers qui sont capables de venir investir sur cette zone puisqu'elle bénéficie ici de tous les atouts d'une métropole. Et vous pouvez d'ailleurs coller ce petit schéma pour terminer ce petit 2. On voit très bien ici, lorsque vous avez une métropole, le long en général des axes de communication, vous avez ici des technopoles qui peuvent se développer avec des entreprises, des laboratoires de recherche, mais aussi des universités, des grandes écoles. Et on bénéficie des installations de qualité d'une métropole qui vous permettent d'être connecté au reste du monde, dont notamment les aéroports. Voilà, j'espère que pour ce petit 1 et pour ce petit 2, tout est plus clair pour vous. J'espère que vous continuez bien à travailler régulièrement de votre côté et surtout, et c'est ça la chose la plus importante, que tout se passe bien pour vous et vos proches. À bientôt, je reviendrai vers vous en fin de semaine prochaine pour un petit quiz encore une fois et puis la semaine prochaine pour la suite et la fin de ce cours. À bientôt, au revoir.